Bonjour, bienvenue à tout le monde. C'est un plaisir de vous avoir ce soir avec nous. Comme je disais, je m'appelle Blaise Rémillard, je suis responsable des dossiers de mobilité et urbanisme au Conseil régional de l'environnement. Je suis avec William Lemay Choquette, pardon, qui est conseiller senior chez Murbly. Et ce soir, on est ensemble pour parler du dossier de la recharge des véhicules électriques en logement multirésidentiel. C'est une activité ce soir dans le cadre de la campagne Roulons électrique, qui est une campagne d'éducation de promotion aux véhicules électriques qui est coordonnée par Équiterre avec le soutien financier du gouvernement du Québec, pardon, dans le cadre du plan pour une économie verte. Et donc, comme je vous disais, on sera vos deux hôtes pour ce soir. Je vais laisser William se présenter dans quelques instants, mais avant, je voulais vous présenter le Conseil régional de l'environnement. Donc, nous sommes une organisation indépendante de bienfaisance, donc pas la Ville de Montréal, malgré ce que notre nom pourrait suggérer. Et puis, nous, on a comme mission de protéger l'environnement puis contribuer à accélérer la transition socio-écologique sur l'île de Montréal et plus largement dans la communauté métropolitaine. On a une expérience de longue date au Conseil régional de l'environnement sur les questions de stationnement, puis c'est ce qui nous a amené à organiser le webinaire d'aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, là, on a une campagne qui s'appelle Stationnement éco-responsable qui vise à remettre des certifications aux propriétaires de grands stationnements qui gèrent, qui aménagent, qui organisent le stationnement de façon éco-responsable. Et puis, au fil des années, on a fait toutes sortes de publications, notamment récemment, là, on lance le réseau d'expertise sur le stationnement, donc qui rassemble les propriétaires et puis l'ensemble des professionnels là, qui peuvent toucher au stationnement, que ce soit des professionnels de l'électrification, mais aussi de l'aménagement paysager, de la gestion de l'eau, de la mobilité durable, etc. Aujourd'hui, on est avec William de Murbly. Je te laisse te présenter. Oui, merci Blaise. Bonsoir tout le monde. Mon nom est William Lemay-Choquette. Je suis conseiller senior en stratégie multilogement chez Murbly. Murbly est avant tout une plateforme informative sur laquelle vous pouvez trouver une panoplie de ressources et outils pour vous aider dans vos projets d'électrification des stationnements. Et nous jouons le rôle d'accompagnateur auprès des syndicats de copropriété pour élaborer des stratégies de recharge. Vous allez voir tout au long de la présentation, vous allez voir que ce n'est pas une simple tâche. Nous aidons les syndicats à planifier tous les projets d'électrification spécialisés en copropriété. Merci. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite mise en contexte là, de 5 minutes. Le gros de la présentation va être la présentation de William pour une trentaine de minutes. Puis après ça, on se retrouve pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez utiliser le module là, questions-réponses ou Q&A dans le bas de votre écran pour nous écrire vos questions. Et puis, on va répondre à un maximum de questions là, dans le temps qui nous est imparti ce soir. Alors, pourquoi l'électrification? C'est important pour nous de le rappeler parce que, bon, comme organisme en environnement, évidemment, nos premiers choix vont vers le transport actif, le transport collectif, mais pour toutes les personnes pour qui c'est pas possible là, de se départir de la voiture électrique est vraiment supérieure à la voiture à essence d'un point de vue environnemental et puis les études s'accumulent et se répètent là-dessus. On a des émissions de GS qui diminuent grandement. Véhicules comparables, on parle d'un ordre de grandeur de 80% moins de GES. Des impacts sur la santé humaine, notamment avec les pollutions liées à la combustion de l'essence, moins 55%. Les impacts sur les écosystèmes sont beaucoup réduits également, notamment parce que à cause de la contribution au changement climatique qui est bien moindre. Et puis l'épuisement des ressources fossiles, moins 80%. Pourquoi électrifier vos stationnements? Si vous êtes ici, vous avez sûrement une petite idée, mais évidemment, je repasse là-dessus pour la mise en contexte. Donc, on voit ici que la recharge, elle se fait généralement à domicile. Donc, dans une maison unifamiliale, c'est assez simple. Une borne pour un ou deux véhicules, ça va bien. Ensuite de ça, on va avoir une autre partie moindre qui va être en multilogement. Puis ensuite, au travail. Et puis, les stationnements publics dans la communauté et puis publics sur autoroute pour finir, qui vont être plus des appoints.
Par contre, dans un milieu dense comme Montréal, il y a un contexte qui fait que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a beaucoup de multilogements, puis parce qu'on a aussi beaucoup de résidents qui stationnent leurs véhicules sur la rue. Donc, on évalue qu'il y a environ 60% à Montréal de propriétaires de véhicules qui n'ont pas accès à la recharge à domicile. Puis ça va aller en augmentant légèrement ou dans les prochaines années parce que le rythme d'installation des bornes publiques va pas suivre, puis la recharge en multilogement aussi là, va devoir suivre au fur et à mesure que le parc de véhicules augmente très rapidement. Donc, il y a eu des modélisations qui ont été faites par la Ville de Montréal pour essayer de comprendre comment ça allait se déployer. Donc, il y a une cible de 14 000 bornes publiques en 2030. Et puis, présentement, on en installe environ 200 par année. Donc, faites les calculs, dans 6 ans, on sera peut-être à 3, 4, 5 000 si tout va bien, mais vraiment pas 14 000. Alors, notre message ce soir, c'est comptez pas sur les bornes publiques pour recharger les véhicules. Il risque plutôt d'en manquer. Évidemment, là, le privé va rentrer de plus en plus dans ce marché de la borne publique, mais c'est pas vraiment commencé là, comme tel jusqu'à maintenant. Euh, on voit ici pourquoi vous devez vous intéresser à ça, puis même vos voisins, là, si vous êtes probablement dans le public les plus motivés, mais pourquoi votre syndicat doit s'intéresser à ça? Ben, on le voit, le nombre de véhicules électriques sur les routes a augmenté très rapidement dans les derniers mois, dans les dernières années, et puis ça va se poursuivre. Donc, le coût de possession total, il est déjà en faveur du véhicule électrique. Donc, les gains qu'on fait, les économies d'essence qu'on fait, annulent le surcoût là, qu'on fait à l'achat, puis les coûts d'assurance qui sont plus élevés. Et ça va aller en s'améliorant normalement. Et puis, on a aussi une norme véhicule zéro émission qui est en vigueur au Québec et qui oblige les manufacturiers à fournir un nombre de véhicules, puis qui nous amène vers une interdiction des ventes de véhicules à essence en 2035. Donc, on parle déjà de 2 millions de véhicules électriques en 2030 sur les routes, donc 1 sur 3 dans 6 ans. Alors, euh, pourquoi vous intéresser à ça? Ben parce que si vous avez des stationnements dans votre immeuble ou si vous êtes propriétaire d'un condo avec un stationnement, vous pouvez être assuré, là, à moins que vous convertissiez votre stationnement en un autre usage, s'il y a une auto là-dessus, dans les 10-15 prochaines années, elle risque d'être électrique. Et puis, les acheteurs aujourd'hui qui ont un véhicule électrique, ou les acheteurs qui se disent, ben, dans quelques années, je vais vouloir un véhicule électrique, ou peut-être que mon acheteur de mon condo va vouloir avoir un véhicule électrique. Bref, si vous n'êtes pas branché, vous allez perdre des acheteurs beaucoup. Puis William, qui connaît ça très bien, là, l'a vu expérimenter dans certains bâtiments à Montréal. Bref, c'est le temps d'y penser. Et puis, on est là avec vous ce soir pour commencer votre réflexion. William, je te cède la parole. Super, merci Blaise. Simplement me confirmer que je prends bien possession de la présentation. C'est fait. Super. Donc, pour le côté un petit peu plus technique de la présentation de ce soir, on vient regarder vraiment tous les aspects d'un projet d'électrification en multilogement. Donc, c'est vraiment une vue globale de toutes les possibilités selon les contextes, donc plus macro que micro, puisqu'on le sait, chaque bâtiment a ses spécificités différentes. Donc, c'est plus du cas par cas au quotidien, mais c'est pour vous donner le plus d'outils et d'informations pour vous aider à prendre des décisions plus éclairées ou même mieux enligner vos étapes de votre projet. Donc, au menu ce soir, donc un petit clin d'œil sur la stratégie de recharge et son importance. Donc, vous allez voir que tous les volets de la présentation font partie intégrante de cette stratégie-là et c'est bien important de faire les étapes correctement et on va le voir à travers la présentation. Donc, on va parler de l'étude de capacité qui est l'étape primordiale, préliminaire à faire avant de bâtir votre stratégie, les différents contextes, bien évidemment, avec les différentes technologies. La facturation, puisqu'on va le voir, dans certains cas, on ne peut pas brancher directement sur les compteurs et donc il faut avoir une gestion de facturation.
les approches d'installation, donc le déploiement, les subventions, quelques conseils pratiques pour vos premières demandes, questions fréquentes et un bref survol de l'aspect juridique puisque je ne suis pas avocat, mais au moins vous donner des pistes pour votre aspect juridique ou au niveau de votre politique de recherche. Donc, la stratégie de recherche, c'est quoi? C'est une stratégie, en fait, qui apporte les précisions sur les différentes composantes qui encadrent l'installation des bornes dans votre copropriété. Donc, c'est bien important de la mettre sur papier puisqu'elle vient préciser, en fait, la source d'alimentation. Donc, comment allons-nous alimenter les bornes de recharge, la facturation dans certains cas, l'approche d'installation, le processus de demande d'installation ou votre politique de recharge et toute autre information pertinente au contexte de votre immeuble. Pourquoi c'est important de la mettre sur ce papier? C'est bien évident qu'en copropriété, il y a souvent beaucoup de roulements, donc changement d'administrateur ou changement de gestionnaire. Donc, on veut s'assurer que cette stratégie perdure dans le temps et qu'on ne recommence pas à zéro à chaque fois qu'il y a un changement d'administration. Donc, première étape de votre projet d'électrification, l'étude de capacité. Donc, pourquoi faire une étude de capacité? Bien, premièrement, c'est obligatoire selon le code électrique, mais cette étude-là va nous permettre de connaître le vrai portrait de consommation de notre immeuble et de ce fait, élaborer notre stratégie en conséquence pour optimiser l'énergie existante dans l'immeuble. Eh bien, puisqu'on le sait également, les infrastructures du bâtiment ne desservent pas que les bornes de recharge, mais aussi les unités, les aires communes. Donc, on veut s'assurer de bien protéger ces infrastructures électriques-là. Donc, deux méthodes de calcul pour faire une étude de capacité. La première, c'est avec des données théoriques. Donc, c'est les calculs qui sont utilisés lors de la conception des bâtiments par les ingénieurs, puisque, bien évidemment, on n'a pas encore les données de consommation. Et au Québec, ces calculs-là sont super conservateurs au niveau de la protection. Ce qui fait en sorte que la majorité des bâtiments du Québec finissent avec des infrastructures qui sont surdimensionnées par rapport aux habitudes de consommation à l'interne. Et ce qui est mis sur plan, ben, c'est ce qui est installé dans le bâtiment. Donc, c'est normal que lorsqu'on fait une étude de capacité avec des données théoriques, qu'on soit très limité au niveau de l'énergie disponible. Par contre, si on fait des études avec des données de consommation réelles, et là, on vient vraiment évaluer le portrait de consommation du bâtiment et on peut venir optimiser l'énergie. Donc, avec les études de capacité réelle, le code exige d'avoir au minimum les 12 derniers mois de consommation. Donc, si vous êtes un nouveau bâtiment, que ça fait même pas un an, malheureusement, on ne peut pas utiliser ces calculs-là. Par contre, pour la grande majorité des copropriétés existantes, on est en mesure d'aller chercher les 36 derniers mois chez Hydro-Québec pour ensuite faire ces calculs-là. Et on vient vraiment analyser, bon, dans un premier temps, l'entrée principale du bâtiment, donc la consommation totale, mais également les transformateurs qui alimentent vos armoires de compteurs, puisque c'est ces infrastructures communes-là qui sont affectées lorsque l'arrivée des bornes. Donc, bien s'assurer de, quand vous entamez votre projet, de faire une étude de capacité avec des données de consommation réelles. Les différents contextes maintenant. Donc, le premier contexte et le plus courant également au Québec, c'est un contexte de compteur qu'on considère accessible. Donc, qu'est-ce qu'on considère par accessible? C'est qu'on peut se passer un câble du compteur d'électricité à un espace de stationnement dédié. Donc, le contexte le plus courant, simple propriété avec un étage de stationnement souterrain et la salle électrique adjacente aux espaces de stationnement, ces compteurs-là vont être considérés comme accessibles. Pareillement, pour les contextes de stationnement extérieur, on va retrouver la salle électrique proche des espaces de stationnement ou même des compteurs installés sur les murs ou les fondations du bâtiment. Là où ça se corse un petit peu plus, et plus dans les grands centres comme Montréal d'ailleurs, c'est où on a des compteurs inaccessibles. Donc, on ne peut pas passer un fil du compteur jusqu'aux espaces de stationnement. Et là, on parle de compteurs sur les étages supérieurs, sur le toit, ou même dans les pires cas, dans d'autres phases. Et donc, vous allez voir que dans ces contextes-là, la stratégie va bien évidemment être différente. Donc, qui est très facile et vous pouvez même le faire tout de suite dans quel contexte je me situe, puisque par la suite, on va voir les différentes solutions selon les contextes. Donc, les différentes technologies. C'est assez simple. Il y a plusieurs produits sur le marché, mais là, on vient parler des familles de systèmes. Donc, il y a trois grandes familles de systèmes qu'on va voir aujourd'hui ensemble. La première, qui est pour les compteurs accessibles. Donc, pour les compteurs accessibles, on parle de contrôleurs de charge. Désolé, je vais juste revenir ici.
Donc, des contrôleurs de charge. Donc, on parle de compteurs accessibles, mais faites attention, là, c'est dans la grande majorité des cas. Par contre, ça ne veut pas dire que si vous avez des compteurs accessibles, que ça va être nécessairement des contrôleurs de charge. Donc, c'est vraiment à prendre avec un grain de sel. Donc, qu'est-ce qu'un contrôleur de charge? Il y a trois grandes fonctions. La première, d'un point de vue technique, il va nous permettre de venir intercepter le branchement entre le compteur d'électricité qui se retrouve dans la salle électrique et les panneaux électriques qui se retrouvent dans les unités, dans les condos, soit aux étages supérieurs. Et du contrôleur de charge, on va venir brancher la borne et la borne devient appareil électrique comme votre frigo, votre micro-ondes ou votre télévision. Donc, ça, c'est sa première fonction d'un point de vue technique. Deuxième fonction, il vient monitorer en fait l'énergie consommée dans votre unité. Et lorsque vous consommez trop d'énergie, souvent en période de grand froid, quand vous faites cuire quelque chose, la sécheuse est partie, ben, on vient protéger l'infrastructure du condo et on vient délester la bande temporairement. Et lorsque le seuil d'énergie redevient adéquat, on vient réalimenter la borne. Donc, ça, c'est sa deuxième grande fonction. Et sa troisième, on parlait de l'étude de capacité tantôt. Si l'étude de capacité démontre que nos infrastructures communes, soit notre entrée principale ou nos transformateurs, ont une capacité qui est limitée, eh bien, on peut venir brancher au contrôleur de charge ce qu'on appelle un SGEVE, un système de gestion d'énergie pour véhicules électriques. Vous pouvez l'appeler contrôleur de charge, contrôleur de charge comme moi je l'ai fait. Donc, dans un premier temps, pour résumer, le contrôleur de charge, lui, va protéger l'infrastructure du condo, donc de l'unité privative, et le SGEVE va venir monitorer l'entrée principale et les infrastructures communes. Et donc, avec cette stratégie-là, ce schéma-là, tous vos infrastructures sont protégées et dans la très grande majorité des cas, on n'a pas besoin de venir augmenter la capacité du bâtiment puisqu'on vient optimiser l'énergie déjà existante. Donc, à quoi ressemble un contrôleur de charge? Bon, ça reste de l'électricité, c'est une belle boîte grise, mais ces photos vous démontrent qu'il peut être installé sur le mur, sur le plafond, ou même dans certains cas à l'extérieur de la salle électrique. Donc, dans ce cas-ci, c'est une des salles électriques les plus petites que j'ai vues de ma vie. Donc, le conseil d'administration a décidé d'installer les contrôleurs dans la salle à déchets qui était adjacente à la salle électrique. Dans certains cas, vous avez même beaucoup d'espace dans la salle électrique, donc vous pouvez mettre une infrastructure commune, soit des murs de J-Prop, pour assurer une uniformité des installations. Maintenant, les deux autres grandes familles, c'est dans les contextes de compteurs inaccessibles. Et peu importe la solution choisie, nous devons partir d'un nouvel interrupteur ou de l'armoire principale avec un nouveau compteur dédié aux bornes ou celui des heures communes pour y installer des transformateurs et des panneaux électriques sur lesquels nous allons installer les bornes de recharge. Et à ce moment-ci, cette infrastructure-là, elle est nécessaire, mais il n'y a pas de gestion d'énergie. Donc, on est limité dans le nombre de bornes qu'on peut installer et notre entrée principale n'est pas protégée. Et c'est là que les deux autres grandes familles arrivent. Donc, la deuxième grande famille, c'est les panneaux intelligents. Donc, les panneaux intelligents est un panneau qui vient se connecter à l'infrastructure dédiée et c'est à même le panneau intelligent que la gestion d'énergie se fait. Donc, il fait de la gestion d'énergie intelligente en partage entre les bornes. Et puisqu'elle est mécanique et c'est à même le panneau que la gestion d'énergie, eh bien, toutes les bornes sont compatibles avec ce type de système. Encore une fois, c'est des grandes boîtes grises. Par contre, cette photo vous démontre que les panneaux ne sont pas installés dans la salle électrique. Donc, vous pouvez venir installer des infrastructures à des endroits stratégiques dans le stationnement pour minimiser le branchement entre le stationnement privatif et les infrastructures. Donc, pour sauver des coûts pour les copropriétaires. Troisième et dernière grande famille, c'est ce qu'on appelle les bornes intelligentes ou bornes connectées. Faire très attention avec le terme intelligente pour la simple et bonne raison qu'une simple borne qui se connecte à une application, par exemple, va être considérée comme intelligente. Si c'est ce type de système-là qui est utilisé pour faire de la gestion d'énergie, il faut s'assurer que ces bornes-là aient la fonctionnalité de partage d'énergie, pas toutes les bornes intelligentes ont. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'au lieu d'installer un panneau intelligent, on vient connecter des bornes intelligentes à même l'infrastructure dédiée mise en place. Et c'est avec une infrastructure Wi-Fi que les bornes vont communiquer entre elles pour partager l'énergie résiduelle du bâtiment. Donc, l'avantage, contrairement aux panneaux intelligents, c'est qu'on peut y aller à la pièce, bien évidemment, puisqu'on ne peut pas installer un dixième de panneau.
Par contre, il faut s'assurer d'avoir une très bonne infrastructure Wi-Fi et on impose le choix de la borne puisqu'il faut qu'elle soit compatible tous ensemble. Donc, résumé des trois grandes familles, compteurs accessibles pour contrôleurs de charge et pour les compteurs inaccessibles, panneaux intelligents et bornes intelligentes. La facturation maintenant. Que ce soit avec le panneau intelligent ou les bornes intelligentes, nous sommes sur un compteur dédié ou un compteur commun. Donc, le syndicat est responsable de la facture d'électricité et doit refacturer les copropriétaires. Comment maintenant? Bien, il faut savoir qu'au Canada, c'est illégal de refacturer de l'électricité au kilowattheure à moins d'être certifié par Poids et Mesure Canada. Ce que ça veut dire. Donc, pour la facturation des contrôleurs de charge, bien évidemment, on est connecté à l'unité. Donc, on est sur le tarif résidentiel et il n'y a pas de gestion de facturation, il n'y a pas de frais récurrents. Nous payons notre facture d'électricité comme nous le faisons actuellement. Pour ce qui est des panneaux intelligents, le syndicat est responsable de la facture d'électricité, mais il est certifié par Mesure Canada. Donc, on peut refacturer les copropriétaires selon l'énergie consommée. Les bornes intelligentes, ce ne sont pas des systèmes, en fait, certifiés par Mesure Canada. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas refacturer. Il faut juste mettre en place un système qui est différent, soit avec un tarif mensuel fixe, diviser la facture à part égale ou le tarif minutaire. Ce qui est le plus utilisé en général, c'est le tarif mensuel fixe ou le tarif à la minute. Et il y a même des fabricants de bornes intelligentes qui offrent la gestion de facturation automatique moyennant un frais mensuel, bien évidemment. Les approches d'installation maintenant. Donc, pour identifier notre approche d'installation, il faut savoir si on veut y aller de façon individuelle ou globale. Vous remarquerez que l'approche individuelle n'est que disponible avec les compteurs accessibles. Pourquoi? Parce qu'on vient de le voir, dans les compteurs inaccessibles, il y a une infrastructure dédiée aux bornes initiales qui va être mise en place. Donc, automatiquement, c'est un projet plus global. Donc, pour l'approche individuelle des compteurs accessibles, c'est assez simple. On met en place une procédure, une politique de recharge et le copropriétaire vient installer son contrôleur de charge, son câblage et sa borne de recharge. Donc, généralement, dans les plus petites copropriétés où on a un contexte qui le permet. L'approche globale avec les compteurs accessibles, il y en a plusieurs, mais d'une vue d'ensemble, on vient installer en tant que syndicat des infrastructures communes, soit le mur rendu propre qu'on a vu plus tôt dans la présentation, les boîtes de tirage ou les boîtes de jonction, les supports CAN-Trust ou les chemins de câble pour créer, entre guillemets, notre autoroute. Donc, pour s'assurer pour s'assurer d'une uniformité des installations. Et là, par la suite, lorsque le copropriétaire veut s'installer, bien, il vient se brancher son installation individuelle sur les infrastructures communes mises en place par le syndicat. On peut même aller plus loin si l'intérêt est fort à l'interne ou on a un contexte technique qui nous oblige. On peut installer les boîtiers de contrôleurs de charge pour l'entièreté des copropriétaires. Donc, à ce moment-ci, toutes les unités sont prêtes à la recharge. Et dans le futur, lorsque le copropriétaire est prêt à installer, il vient installer la composante électronique à l'intérieur, passer le câblage et installer sa borne. Et j'ai même vu dans certains cas que le syndicat voulait absolument que ce soit équitable pour tout le monde. Donc, on a installé le câblage pour toutes les unités également et séparé le prix à part égale pour éviter que ceux qui sont à l'autre bout du stationnement payent des sommes assez élevées pour le câblage. Pour l'approche globale au niveau des compteurs inaccessibles, je recommande tout le temps de faire 100% du projet. Pourquoi? Je vous donne cet exemple-ci. Donc, peu importe que ce soit panneau intelligent ou borne intelligente, on l'a vu, il faut avoir une infrastructure dédiée initiale. Et je vous prends l'exemple d'une copropriété avec 4 espaces de stationnement, 4 étages de stationnement. Donc, si on installe, par exemple, l'infrastructure au sous-sol 1, ben, le copropriétaire qui veut, dès le départ, s'installer, qui est au sous-sol 4, ben, soit d'un contexte technique qui ne sera pas possible, ou il va payer beaucoup plus cher qu'un copropriétaire qui est au sous-sol 1, par exemple. Donc, je recommande toujours d'y aller stratégique et d'installer au minimum les infrastructures qui seront dédiées aux bornes à des endroits stratégiques pour assurer une équité entre les copropriétaires, au lieu d'y aller par phase. Comment choisir? Assez simple et c'est gratuit. Faites un sondage.
Si vous savez pas par où commencer, on a des exemples sur le site web de Merby, ou même si vous avez des assemblées générales qui arrivent bientôt, un simple vote à main levée, qui aimerait avoir une borne dans les 2 prochaines années. S'il y a un copropriétaire sur 60 qui veut installer une borne dans les 5 prochaines années, même si vous êtes, même si en tant que conseiller d'administration vous êtes proactif, ben, les chances que ça passe en assemblée sont très minces. Donc, c'est bien important de le faire. Euh, Ça vous donne une bonne vue d'ensemble sur ce qui est possible ou non de faire dans votre copropriété. Les fameuses subventions maintenant. Donc, d'un point de vue installation individuelle, un copropriétaire a le droit d'aller chercher 50% des coûts de son installation jusqu'à un maximum de 5 000 dollars. Le 5 000 dollars est bien important à comprendre ici, puisqu'on va le voir un petit peu plus tard. Comment subventionner également des infrastructures communes en tant que syndicat. Donc, au multilogement, en fait, il y a différents types de montants alloués. Donc, les 3 à 5 ont 20 000 par année financière du gouvernement, les 10 à 19, 40 000 et les 20 et plus, 49 000. Et comment on peut être éligible à ce montant maximum-là par année financière? Eh bien, on le mentionnait plus tôt, 5 000 maximum par borne. Donc, si on installe seulement qu'une borne, on est éligible à 5 000. Si on en installe deux, 10 000. Et vous l'aurez compris, si on a 20 unités et plus et qu'on est éligible à 49 000, il faut avoir 10 bornes pour avoir accès à ce 49 000-là. Et là, j'ai fait un petit schéma, un cas simple pour vous démontrer comment financer des infrastructures communes. Donc, ça, c'est vraiment le cas le plus simple qu'on peut voir, mais le conseil d'administration a mis en place des infrastructures communes, soit boîte de jonction, boîte de tirage, les chemins de câbles, les Kentrust, toutes les infras qui seront payées par l'entièreté des copropriétaires d'un montant de 10 000 Et deux copropriétaires ont participé au groupe d'installation, donc pour 4 000 chaque. Donc, comment qu'on bâtit le portrait financier? Donc, dans ce cas-ci, c'était un immeuble de 8 logements, donc éligible à 20 000 par année financière, mais seulement que 2 bornes ont été installées. Donc, on est éligible à un montant maximum de 10 000 Donc, on commence toujours par les installations individuelles. On avait deux installations de 4 000, soit 8 000 au total. Donc, les copropriétaires se voient recevoir le 50 de leur installation individuelle, soit 4 000 2 000 chaque. Et donc, pour nos infrastructures communes de 10 000 on sait qu'on est éligible à 10 000 maximum. Et donc, on soustrait le 4 000 utilisé pour les copropriétaires, qui nous laissait avec un montant résiduel de 6 000 pour financer à 50 nos infrastructures communes. Donc, dans ce cas-ci, tout a été subventionné à 50 Dans un autre cas contraire, par contre, même principe, les mêmes infrastructures ont été installées, mais un seul copropriétaire a installé une borne. Donc, puisque une seule borne a été installée, nous sommes éligibles à 5 000 Donc, le copropriétaire reçoit son 50 soit 2 000 Et malheureusement, sur le 5 000 qu'on avait maximum, il nous restait que 3 000 résiduels pour subventionner nos infrastructures communes, soit à 30 Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas subventionner si juste une borne est installée, c'est juste que le montant qu'on va pouvoir utiliser pour nos infrastructures va être diminué. Quelques conseils pratiques lors de vos premières demandes. Donc, les réflexes à éviter. Donc, ça peut paraître anodin, mais paniquer. On le voit assez souvent, un copropriétaire va acheter son véhicule, il le reçoit 2 ans plus tard, et du jour au lendemain, il se réveille et met énormément de pression sur le conseil d'administration. Il faut une borne demain. Malheureusement, c'est pas comme ça qu'il faut que ça marche. Le conseil d'administration n'est pas en faute ici. Le copropriétaire qui s'est pris à la dernière minute, oui. Donc, les deux prochains points viennent un peu avec la panique. Refuser automatiquement la demande du copropriétaire. Simplement lui expliquer que les infrastructures doivent être protégées, il y a des étapes préliminaires à faire, mais que le conseil d'administration va être proactif face à ça. Et à l'inverse, accepter la demande du copropriétaire. Encore une fois, il faut s'assurer de protéger les infrastructures du bâtiment et malheureusement, il faut que ça passe en assemblée également. Quatrième point, passer en appel d'offres. Ce n'est pas un mauvais réflexe, c'est juste pas le moment de le faire, puisque je vous mets en contexte, vous recevez votre première demande et là, on va voir 3 électriciens, on veut des soumissions. Les questions qu'ils vont vous poser, c'est quel système est installé dans l'immeuble?
Combien de bornes on installe? Est-ce qu'il y a des infrastructures communes? Est-ce que le vote est passé? Bref, vous avez compris mon point. Les réponses vont être probablement non à toutes ces questions. Donc, vous perdez votre temps et vous perdez le temps de l'entrepreneur. Donc, pas passer en appel d'offres à ce moment-là. Les premiers réflexes à avoir lors d'une première demande et même avant, si vous voulez être prêt, ben, c'est un peu le résumé du webinaire d'aujourd'hui. Donc, commencez à faire votre étude de capacité. Vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'un copropriétaire vous fasse la demande et cette étude-là est bonne plusieurs années. Identifiez votre contexte que probablement la majorité a été capable de faire ce soir. Identifiez la source d'alimentation selon votre contexte. Donc, est-ce qu'on y va avec des contrôleurs de charge, des bornes intelligentes, des panneaux intelligents? Là, si vous ne savez pas par où commencer, faites votre sondage et identifiez l'approche d'installation. Donc, tout ça peut être fait avant même d'avoir la première demande. Petite question fréquente qui revient assez souvent. Donc, qui devrait s'occuper d'une installation? Ça peut paraître assez évident, mais je le mets quand même parce que j'ai eu dans plusieurs cas des histoires assez drôles. Donc, comme les maîtres électriciens détenteurs d'une licence RBQ. Donc, c'est les seuls qui peuvent vous installer des bornes. Donc, votre beau-frère qui est bon pour changer des prises électriques ou des luminaires ne peut pas installer de bornes, à moins, bien évidemment, d'avoir sa licence RBQ. Combien coûte une installation d'une borne en condo? Réponse super plate, ça dépend. Mais les extrêmes peuvent varier entre 3 500 et 10 500. Et dans la grande majorité des cas, ça va tourner plus autour entre 4 000 et 6 000. Donc, ça vous donne une petite vue. Par contre, ça, c'est avant subvention. Et la plus importante de tous, peut-on utiliser une prise 120 volts existante dans le garage, par exemple? Donc, la réponse est non, puis c'est pas parce qu'on utilise l'électricité commune du bâtiment, c'est que selon le code électrique, toutes les prises qui servent à la recharge doivent avoir un circuit dédié, qui est très rarement le cas, surtout en condo. Une dérivation d'au moins 20 ampères, c'est généralement 15. Et une prise simple CSA 520R comme celle-ci, j'ai jamais vu ça dans un garage, c'est souvent des prises doubles comme ça. Donc, la réponse au copropriétaire qui, qui veut toujours se brancher dans le garage, c'est pas, ah, on prend l'électricité du bâtiment parce que c'est à peu près 3 à 4 dollars par mois. C'est plus que ce n'est pas conforme et on l'a vu récemment à Laval, un électromobiliste qui a rechargé son véhicule dans la prise double à l'extérieur de sa maison et la maison a pris en feu. C'est pas à cause du véhicule, c'est à cause que la prise n'était pas conforme et donc c'est votre argument, vous dites que ça va créer des dommages ou ça peut créer des dommages aux infrastructures communes de l'immeuble. Pour l'aspect juridique, j'ai eu la chance de faire une conférence avec Maître Paradis et Maître Fortier à Québec et ils s'occupaient bien évidemment de l'aspect juridique et ils m'ont dit que je pouvais utiliser quelques petits slides. Donc, d'un point de vue encadrement légal et réglementaire, il ne suffit pas de munir l'immeuble d'une borne, il faut d'abord mettre en place l'encadrement légal et réglementaire pour, bien évidemment, les autoriser, en répartir les coûts. Donc, c'est bien important de définir qui paye quoi lors d'un remplacement ou une réparation, par exemple. Donner une qualification juridique aux installations. On ne rentrera pas dans le détail, mais dans la grande majorité des cas, un contrôleur de charge, lui, devient une partie commune à usage restreint. Et donc, si ce n'est pas défini dans la déclaration, le syndicat n'est pas protégé. Et régir l'utilisation des installations. Donc, on parlait des politiques de recharge un petit peu plus tôt. Mais il y a aussi également tout ce qui est infrastructure commune, donc les câbles, les percements, les connexions à la salle électrique. Donc, tout ça doit être régi dans la déclaration de copropriété. Et malheureusement, on touche à la première partie de la déclaration, soit l'acte constitutif. Et quand on touche à l'acte constitutif, et ça fait l'objet d'un acte notarié. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire avant absolument, mais si vous voulez bien protéger le syndicat, c'est à mettre dans les projets futurs. Et donc, puisqu'on touche à la constitutif, aux aires communes et on fait des projets d'agrandissement ou de transformation, dans ce cas-ci, c'est plus amélioration, ça doit être voté en assemblée à 75 donc à vote majorité renforcée qu'on appelle, donc 75 des personnes présentes ou représentées. En d'autres mots, si vous avez une assemblée générale et que vous avez quorum,
75% des personnes présentes, 75% des personnes présentes doivent être en faveur du projet. Maintenant, il ne faut pas juste voter le projet, donc c'est bien beau autoriser les installations dans les stationnements, mais on recommande fortement de mettre en place une politique de recharge. La politique de recharge vient permettre de standardiser les installations, donc vraiment mettre sur papier quel système est choisi et autorisé dans l'immeuble, d'avoir un processus bien établi, un peu comme vos demandes de travaux en copropriété. Lorsqu'un copropriétaire fait une demande de travaux, il y a une procédure qui est établie. Et bien évidemment, assurer une pérennité des installations lors d'un changement de conseil d'administration ou de gestionnaire. Donc, c'est ce qui fait le tour pour la partie un petit peu plus technique. C'est beaucoup d'informations. Il nous reste quand même beaucoup de temps pour les questions, donc n'hésitez pas. Toutes les questions sont les bienvenues. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, William. C'est toujours très riche comme information. Alors, je vais vous demander, tout le monde qui a des questions, là, de les taper dans l'outil questions-réponses, Q&A. Pour certains, là, pour certaines versions du logiciel. Donc, et puis avant de passer à la séance de questions, je vais tout de suite mettre dans le chat notre formulaire d'appréciation là, qui nous aide à nous améliorer de fois en fois. Ça ne sera pas long. Petite seconde, j'y arrive. Tout était bien placé, mais au moment opportun. Voilà. Alors, et puis, donc, si vous avez la chance, là, s'il vous plaît, de le remplir avant de nous quitter ce soir, ce sera bien apprécié. Et on va commencer maintenant avec les questions. Donc, on a Jérôme Laroche qui nous demande dans un contexte d'approche individuelle, si on achète une borne de recharge et qu'elle est fixée sur un mur du stationnement de la copropriété, est-elle couverte par l'assurance habitation? Si oui, est-ce que c'est l'assurance personnelle ou l'assurance de la copropriété? Et puis aussi, ben, qu'est-ce qu'il y en est pour l'assurance sur le contrôleur de charge dans une salle électrique? Très bonne question, longue question. Encore une fois, on parlait de l'aspect légal, pourquoi elle est importante, pourquoi c'est important de venir définir ces infrastructures-là. Euh, Meilleur exemple, votre question est parfaite. S'il n'y a rien de défini, ben, il va y avoir de la querelle entre le syndicat et le copropriétaire. Généralement, lorsqu'on vient définir les installations et elles deviennent partie commune à usage restreint, on peut quand même venir définir qu'il s'agit d'une partie commune à usage restreint, mais au niveau des coûts, la responsabilité du copropriétaire. Donc, dans ce cas-ci, ça rentrerait sur l'assurance habitation, mais il y a, dans certains cas aussi, euh, ça va rentrer sur l'assurance habitation du copropriétaire, mais va faire augmenter la valeur assurable de vos rapports au niveau du syndicat. Puisque si le bâtiment pogne en feu, par exemple, eh bien, ça va faire partie de la valeur assurable pour la reconstruction. Donc, je sais que c'est vague comme réponse, mais l'importance de venir vraiment bien définir ces infrastructures-là, que ce soit au niveau du câblage, le contrôleur de charge et la borne. Euh, Encore là, si vous êtes en contexte de stationnement privatif, donc cadastré, la borne devient bien meuble de votre unité ou de votre stationnement. Mais si c'est des parties communes à usage restreint, la borne devient partie commune à usage restreint également. Donc là, c'est deux cas de figure différents encore. Tout dépend des cas puis de la définition qu'on se Tout donne dépend, ouais. comme copropriété. Dans une approche globale, est-ce que le propriétaire a le choix de la borne de recharge? Donc, il y a certains cas que oui, certains cas que non, qu'on a vu, hein? Ouais, exactement. Donc, ça dépend vraiment de quel système est installé. Donc, dans l'approche globale, avec les contrôleurs de charge, toutes les bornes sont compatibles. Avec les panneaux intelligents, toutes les bornes sont compatibles. Mais si le conseil d'administration a opté pour une solution qui est borne connectée avec partage d'énergie, malheureusement, la borne doit avoir cette fonction-là et compatible avec les autres bornes. Donc, dans ce contexte-là, la borne est imposée. Euh,
Oui, la question classique auquel je devrais répondre dès le début, oui, nous allons partager le PowerPoint de ce soir, puis vous pouvez déjà retourner là, sur la chaîne YouTube de la campagne Roulon électrique. Il y a déjà l'enregistrement de notre séance de lundi, donc vous allez pouvoir retrouver les informations là. Alors, voilà. Il y a Serge Gamelin, il manque la question, là. Il y a juste le début qu'on a reçu. Alors, Serge, s'il vous plaît, là, juste nous taper la question à nouveau, s'il vous plaît. José Navarro, dans les 2 millions de véhicules électriques, est-ce que ceci inclut les véhicules hybrides rechargeables? Oui. Mais pas, donc pas les véhicules hybrides qui sont pas rechargeables. Euh, et puis, ben, la petite histoire, là, c'est appelé à décroître là, la part des hybrides rechargeables dans le mix de l'offre des manufacturiers. Euh, Quels sont les coûts pour un service d'accompagnement comme Meubly et où va cet accompagnement? Mhm. Donc, on a plusieurs services payants. Par contre, le service de consultation gratuite préliminaire au niveau de l'élaboration de la stratégie et l'accompagnement jusqu'en assemblée générale, ce service-là est gratuit pour les syndicats de copropriété. Donc, vous avez qu'à aller sur notre site web, demander une consultation, vous avez un formulaire à remplir et vous allez avoir un représentant. Je dis tout le temps un représentant, mais moi, avec qui vous allez discuter pendant 30 à 45 minutes. Et là-bas, je vais analyser votre contexte légal et technique et vous faire un plan de match. Et par la suite, vous pouvez décider d'être totalement autonome ou on peut continuer à se parler tout au long de vos étapes. Donc, ce service-là de meublé est gratuit, mais les autres sont payants, comme l'étude de capacité, par exemple. Bon, merci. Question. Nous avons investi 30 000 $ pour l'infrastructure de notre bâtiment, ceci sans subvention. Est-ce qu'il y a un programme pour subventionner les travaux? Et nous les avons réalisés il y a maintenant 2 ans et trois copropriétaires ont reçu leur subvention. Mm. Malheureusement, en ce moment, le programme, sa limitation, c'est l'installation de bornes. Et donc, pour avoir accès à votre 30 000 $, il aurait fallu installer des bornes en même temps que votre projet d'infrastructure pour être éligible à la demande. Et là, vous pouvez même plus utiliser celle des copropriétaires puisqu'ils ont déjà fait l'objet d'une demande. Donc, malheureusement, il n'y a pas de projet pour infrastructure en ce moment. Dans un syndicat de 12 unités, si le syndicat fait l'infrastructure pour les 12 places, il faut un minimum de combien de bornes installées par le syndicat sur les 12 places pour obtenir le plein 50 % de subvention pour les infrastructures. Donc, comment qu'il faut le voir, c'est qu'il faut voir combien coûtent les infrastructures communes. Et là, faire attention sur qu'est-ce qui est installé. Donc, dans un projet 100% EV Ready qu'on appelle, on prend tout ce qui est commun, soit les boîtiers de contrôleurs de charge, le câblage, la tuyauterie, le chemin de câble, et ça va être les coûts, les dépenses d'infrastructure. Et là, avec ces coûts-là, on est en mesure de faire une moyenne. Bon, il reste combien à payer pour une installation individuelle? Et là, on peut venir voir combien de bornes doivent être installées. Donc, si par exemple, vos infrastructures ont coûté 10 000 $ et qu'on sait qu'une une installation individuelle, par contre, comme l'exemple de tantôt était de 4 000, eh bien, avec seulement deux bornes, vous seriez en mesure de subventionner 100% des infrastructures. Donc, la réponse encore, ça dépend. Mais si vous avez vraiment un cas de figure très concret avec des soumissions formelles, vous pouvez m'écrire à info@meubly.com et je pourrais vous le dire combien de bornes devraient être installées. Ok, merci beaucoup. Qui réalise des études de capacité? Est-ce que ce sont des maîtres électriciens ou d'autres organisations? Ouais, donc tout professionnel de l'électricité. Donc, maître électricien, ingénieur, nous chez Meubly, nos calculs ont été vérifiés et sont toujours vérifiés par des maîtres électriciens et ingénieurs également. Donc, il faut juste que ce soit des professionnels de l'industrie. Si. Nous avons fait notre étude de capacité. Nous pouvons accommoder 75 % des gens à un tel niveau. Ça, j'ai toujours de la misère avec ça. Le S. Ah, puis là, c'est Euh, je- SVE, mais ouais. d'habitude, c'est SGEVE. Est-il envisageable? Notre étude ne présente malheureusement pas tous les choix
et les coûts possibles, mais est finalement très orienté vers le produit offert par l'entreprise. Comment savoir si nous pouvons augmenter notre capacité en cas d'impossibilité d'avoir un SGEVE? Très bonne question. Premièrement, les études de capacité sont faites en considération que toutes les bornes seraient branchées à 100% simultanément. Donc là, dans votre cas, si vous pouvez accommoder 75% des gens, ça veut dire que vous avez énormément d'énergie dans votre bâtiment. Plusieurs options sont proposées. La première, qui est pas coûteuse, c'est diminuer l'ampérage des bornes pour assurer de protéger les infrastructures du bâtiment. La deuxième, ce que je recommande fortement, c'est que là, lorsque vous allez être rendu, par exemple, avec une flotte de 50% des stationnements sont électriques, refaites faire une étude de capacité. Parce que présentement, on n'a pas assez de données pour dire qu'une borne égale 40 ampères d'impact sur l'infrastructure commune. Parce que, puisque, bien évidemment, les gens sont pas toujours branchés en même temps. Donc, ma recommandation, attendez. Lorsqu'il y aura plusieurs véhicules électriques, refaites une étude. Vous allez peut-être très surprise. Euh, et si vous attendez, bien évidemment, il va y avoir de la technologie qui va arriver également dans le futur. Mais à ma connaissance, peu importe le type de famille qui est choisi, que ce soit contrôleur de charge, panneau intelligent ou borne intelligente, il y a plusieurs produits sur le marché qui se connectent à un SGV existant. C'est parfait. N'hésitez pas à continuer de nous envoyer des questions. On a encore un bon 10 minutes devant nous. Alors, prochaine question. Est-ce que l'usage du fil est réglementé par le code du bâtiment? Un copropriétaire dont sa borne est installée à l'extérieur vis-à-vis la chambre électrique étend son fil de sa borne par terre qui traverse trois sorties de garage jusqu'à son garage dans lequel il ne peut entrer sa Tesla parce qu'elle est trop volumineuse pour son garage. Suite à des vérifications auprès de la régie du bâtiment et le service de prévention des incendies, le fil n'est pas réglementé. Cela, il y a un certain temps. Est-ce que l'usage du fil est maintenant soumis à des règles? À ma connaissance, non, le code électrique n'a pas changé depuis. Donc, en résumé, son filage est pas conforme. D'accord. Euh, Est-ce qu'une entreprise comme Hydro-Solutions envisage de fournir une solution clé en main dans un futur approché, c'est-à-dire un modèle de location de la borne sur une base mensuelle? Est-ce qu'il y a des entreprises qui offrent ça? Euh, donc, Hydro Solutions, je sais qu'il l'envisage, si je ne me trompe. À ma connaissance, non, pour la simple et bonne raison que c'est pas un service qui est très populaire en copropriété. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va arriver peut-être en maison unifamiliale, mais en copropriété, à cause du côté légal de la copropriété, c'est plus pardonnez-moi mon langage familier, c'est plus un bordel légal d'y aller de façon louée que niveau acheté. Donc, à ma connaissance, euh, à ce moment, il n'y en a pas qui font de la location. Donc, il ne semble pas avoir de questions, d'autres questions. On semble avoir répondu à toutes les questions. Je vais laisser encore quelques secondes. C'est bon. Si vous n'avez pas eu le temps de taper votre question, là, il est aussi possible de lever la main là, pour qu'on puisse vous donner la chance d'ouvrir votre micro pour poser la question. Ah, on en a une nouvelle ici. Lorsqu'on parle de subventions pour l'installation, pas seulement la borne, mais plus pour le bâtiment, ça inclut l'électricité ou aussi l'excavation pour les fils. Je suis pas sûr de comprendre l'électricité. Par contre, oui, tout ce qui est excavation, tuyauterie, câble, ce sont toutes des dépenses admissibles au programme de subvention. Et même, ça va jusqu'à l'étude de capacité ou les plans et devis si vous en faites faire. Ça aussi, c'est des dépenses qui sont admissibles. Donc, ça inclut l'électricité, je suis pas sûr, mais tout le reste, oui, ce sont des dépenses admissibles.
pour ceux et celles qui veulent plus d'informations, vous pouvez soit nous écrire au niveau de la subvention, mais aussi le programme s'appelle le programme Rouler vert. Donc, vous pouvez aller sur le site web du ministère là, pour aller voir le cadre normatif là aussi. Je crois qu'on a une autre question également. Est-ce que le 75% de vote est obligatoire légalement et qu'est-ce qui se passe si nous n'obtenons pas le 75% nécessaire? Donc, oui, il est obligatoire et ça, c'est une règle de la copropriété et du Code civil. C'est pas juste pour les bornes de recharge, c'est au niveau des aires communes du bâtiment. Donc, à la seconde qu'on vient modifier, ajouter ou transformer des aires communes en copropriété, nous devons avoir ce fameux vote de 75%. Et qu'est-ce qui arrive si on n'a pas le 75%? Malheureusement, on ne peut pas installer de borne. Ce qui est dommage actuellement, et j'ose croire et j'espère qu'il va y avoir un allègement à ce niveau-là parce qu'une infime partie des copropriétaires peuvent bloquer l'accès à la recharge à Tout plusieurs à fois. fait. Il y a certaines juridictions où c'est même un droit d'être branché, là. Alors, effectivement, c'est assez restrictif comme façon de faire. Alors, je vais, Marc-France Rioux, je vais vous donner la possibilité là, d'ouvrir votre micro et puis de nous poser la question oralement. On mesure. Sinon, ben, je vois qu'il y a une autre question qui s'est rajoutée. Ah, de vous aussi, Madame Rioux. Se peut-il qu'on puisse brancher son véhicule électrique sur une prise extérieure avec un fil fourni par le concessionnaire ou autre? Encore une fois, il faut que la prise soit conforme. Donc là, j'imagine que vous parlez des bornes portatives. Donc oui, si vous installez une prise avec une bonne dérivation puis une prise NEMA, vous pouvez brancher votre borne sans problème. Et, Par Pierre contre, si Michaud c'est pour se aussi, brancher oui. sur ce qu'on appelle généralement des blocs heaters ou des prises extérieures, ce n'est pas conforme pour la recharge. D'accord, c'est bon. Alors, il y a Pierre Michaud aussi, là, je vais vous permettre d'ouvrir votre micro. Bon, vous m'entendez? Oui, Bon, regardez, dans une situation de 12 logements, euh, euh, une personne est intéressée, je veux dire, qui possède une voiture électrique. Disons qu'on est déjà, l'étude de capacité est concluante. Maintenant, le syndicat, dans l'hypothèse où le syndicat est d'accord, OK, accepterait un concept global, mais n'est pas pressé. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'urgence. Bon, il n'y a personne d'autre qui a intérêt à court terme pour faire l'achat d'un véhicule, soit hybride, soit entièrement électrique. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous recommandez à la personne qui, euh, qui possède la voiture et puis qui voilà, a besoin de recharge, puis toujours recharger sur les systèmes publics, c'est pas recommandé. Voilà. C'est un petit problème parce que tu sais, les gens seraient comme d'accord, mais on n'est pas pressé, on n'a pas les sous non plus pour faire un déboursé à court terme, puis bon. Mhm. Est-ce que c'est un contexte de stationnement intérieur ou extérieur? Intérieur, puis avec des compteurs accessibles. Ça, c'est les cas de figure les plus simples en copropriété. Ma recommandation vous êtes sur le conseil d'administration? Non, Non. je suis Ma un- recommandation pour que le conseil d'administration puisse donner accès à ce copropriétaire-là pour éventuellement faire un projet global, j'irai en assemblée générale, voter le projet que les bornes sont accessibles dans le bâtiment, puis simplement mettre une politique de recharge pour assurer les installations individuelles. Généralement, dans les cas où on a 10 à 12 unités avec un étage de stationnement, les infrastructures communes ne sont pas toujours nécessaires. donc, ça pourrait être une connexion individuelle à ce moment-là.
quitte à ce C'est exact. quitte à ce qu'elle puisse s'inscrire dans un projet global quand l'intérêt pour la voiture, moi, je pense que ça respecterait, dans le fond, euh, un projet avec une vision globale sans. Tu sais, il ne faut pas que ça ait l'air bric-à-brac non plus, tu sais, je veux dire, d'arriver chacun avec sa propre connexion. Moi, je suis très soucieux de ça aussi, là. Entièrement d'accord. Et dans ces cas de figure-là, souvent, ce que je recommande, parce que là, si on ouvre la porte à un copropriétaire, ça veut pas dire que dans 2 mois, il y en a un autre qui va vouloir s'installer une borne. Ouais. Donc, généralement, quand on accepte les installations individuelles, je recommande de mettre dans la politique de recharge d'utiliser l'électricien choisi par le conseil d'administration. Donc, tous les électriciens entrepreneurs ont une vision différente, mais en utilisant tout le temps le même entrepreneur, même si on y va de façon individuelle, lui, il va avoir sa vision des douze installations. Donc, on s'assure au moins d'une uniformité là, à long terme, même si on est OK. de façon individuelle. Puis toutes les questions légales, règlements, bon, modifications légales, évidemment, si on se lance là-dedans, on en a pour un an, là. Maintenant, est-ce que c'est des choses qu'on peut, tu sais, quitte à ce que le copropriétaire concerné fasse une entente de responsabilité par rapport à sa propre démarche, tu sais, je veux dire, pour décharger l'ensemble des copropriétaires jusqu'à ce qu'on ait un cadre légal, on prenne le temps de bien faire ça, puis avoir bien identifié les responsabilités de part et d'autre, là. Exactement. Et donc, là, ce que je vais vous dire, les avocats vont pas m'aimer, là, mais en cas de pratique, en général, l'Assemblée vote une résolution en Assemblée générale et plus tard entérine ou fait modifier la déclaration. Donc, ça vous OK. permet, vous, de voter rapidement le projet pour le copropriétaire. Vous êtes quand même un peu backé par la résolution qui est mise en place et plus tard, ça peut être fait sans problème. Mais Selon dans vous, dans l'idéal, il faudrait que ça soit fait avant les installations, mais ça, c'est pour ceux qui ont prévu vraiment d'avance. Là, si on veut être plus rapide, on peut y aller un peu à l'inverse. dernière question, est-ce que ça prend absolument, est-ce que c'est un point qui peut être mis à une assemblée générale annuelle ou s'il faut faire une assemblée extraordinaire là, avec un seul point à l'ordre du jour, c'est-à-dire l'électrification? Donc, ça peut être mis à l'ordre du jour d'une assemblée générale annuelle comme tout autre point en copropriété. Pour des installations individuelles, c'est correct en assemblée générale annuelle. Si on parle d'un projet plus global ou plus complexe, je recommande fortement de faire une assemblée extraordinaire, puisqu'on le sait, les assemblées annuelles, bon, il y a le budget, il y a les augmentations de frais de condo, il y a les cotisations spéciales. C'est pas le moment de faire voter un projet de bande de recharge. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, merci à vous. On va prendre une petite minute pour répondre à une dernière question. En fait, il y en a deux. Là. La première, étant donné que c'est une volonté gouvernementale de plus vendre de véhicules à essence, est-ce qu'il ne serait pas raisonnable d'envisager que l'installation de bornes, au moins l'infrastructure, devienne obligatoire en copropriété? Dans un futur rapproché outrepassant le vote d'un CA, moi, je vais me permettre une petite réponse. Il y a plusieurs associations qui vont demander des, euh, des modifications comme ça. Moi, je vous dirais, si vous êtes bloqué dans un projet à cause de considérations comme ça, écrivez à votre député, appelez votre député parce que s'il ne sent pas, ça ne sera pas priorisé comme modification légale. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter, William, là-dessus? Non, c'est bien répondu. C'est bon. Et puis, dernière question, est-ce qu'il y a une solution de facturation qui permet de facturer l'utilisateur directement, car le syndicat ne veut pas gérer une facturation à part des frais de condominium? Oui, exactement. Donc, il y a plusieurs solutions. Comme je le mentionnais plus tôt, il y a certains fabricants de bornes intelligentes qui offrent la facturation automatique moyennant des frais mensuels. Il y a certaines solutions, des logiciels qui sont connectables à des bornes intelligentes et aux panneaux intelligents qui offrent la facturation automatique. Il faut toujours penser à des frais mensuels, par contre. Mais oui, c'est déjà actuellement disponible sur le marché. Parfait, ben c'est ce qui met fin à notre webinaire d'aujourd'hui. Alors, merci encore une fois, William, pour toutes ces informations. C'est
réponses super précises et éclairantes. Merci à tout le monde qui ont été avec nous ce soir. Et puis, bonne chance dans vos projets d'électrification. C'est très important de faire ça le plus rapidement possible là, pour pouvoir électrifier notre parc de véhicules. Alors, je vous remercie de prendre ce temps-là puis de faire ces démarches-là. C'est du beau travail. Et alors, comme je vous disais, si vous avez la chance là, de remplir notre petit sondage d'appréciation, nous allons apprécier ça grandement. Et puis, on va vous envoyer un courriel là, avec la présentation d'aujourd'hui puis les petits liens pour faire la suite de votre démarche. Alors, merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonne soirée.